table ronde précédente parlait de résilience, mais je vous laisserai peut-être faire la conclusion sur ce sujet de la féminisation de l'industrie et l'industrie 4.0 passera-t-elle par la femme ou pas. Mais voilà, Marcel Rani, sous vos applaudissements. Non. Vous êtes président de Rani. Ça va? Ça va bien. Et en face de vous, un autre homme. Pour défendre les femmes. Voilà, exactement. Renaud Escorbiac. Elles n'ont pas besoin. Vous êtes le fondateur d'une entreprise qui sert l'industrie. Exact. Et vous êtes surtout le président des Forces françaises de l'industrie Provence. Je voudrais commencer par deux chiffres. 29% de femmes dans l'industrie et 20% seulement dans des postes de direction. C'est très très peu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ce soit mieux que ça? 29%, c'est rien, Marcel? C'est pas beaucoup, non, c'est vrai. Et moi, j'ai pas de chance en plus, parce qu'il y en avait deux, j'avais deux directrices, et elles m'ont quitté. Donc, je suis pour rien, c'est elles qui ont décidé de partir. C'est vrai. Pourtant, j'ai essayé de pas être trop dur, et je pensais même leur donner les clés de la maison et partir pour les laisser travailler, mais elles ont préféré mener leur vie. Mais ça va changer, puisqu'il va y avoir bientôt sûrement des directrices chez Rani, et j'y compte bien, parce que je pense que la mixité apporte des idées différentes dans la gestion de l'entreprise, que ce soit en termes de RH et en termes de gestion, d'invention, de communication. Elles ont un autre regard qui peuvent porter les hommes sur la vente ou le commerce. Donc je suis très attaché à ça. Donc j'ai même un projet, puisque pour parler de Rani, j'ai même un projet de reconditionnement de mon ancien siège pour aménager justement, puisque c'est une ancienne ferronnerie, donc elle n'était pas du tout faite pour les femmes, mais ça va le devenir. Donc j'espère aux prochaines réunions pouvoir dire que j'ai beaucoup plus de femmes qu'aujourd'hui. On prend rendez-vous pour dans un an. Je ne sais pas si le timing est trop court, mais dans un an ou deux, on refera le point. On ira vite, Très bien. Corinne Bernardo, votre parcours, ça a été quoi? Qu'est-ce qui vous a amené à l'industrie? Est-ce que c'était un choix de jeunesse? Vous avez dit l'industrie, c'était pour moi. Est-ce que vous y êtes venu par hasard ou par opportunité? Alors, le micro est là, je laisse le rapprocher. J'ai choisi moi de faire un parcours de formation universitaire, économie industrielle et financière. Donc j'avais quand même un volet de ma formation qui était attiré par l'industrie. Et puis effectivement j'ai eu la chance de rencontrer dans mon parcours le beau géant aujourd'hui de notre industrie, deuxième génération de pilotage de notre industrie, où au hasard d'une rencontre un soir sur Nice, il m'a fait part d'un projet de modernisation de l'entreprise de ses parents, et du coup Mais vous embarquez dans l'histoire et donc vous avez mis les deux pieds dans l'industrie. Voilà, et ça a été une façon de rentrer dans l'industrie plutôt que dans la filière bancaire, banque et finance. Voilà. Même question pour vous. Alors moi j'étais... Allez-y, rapprochez le micro pour qu'on vous entende bien. Moi j'étais plutôt alors moi j'étais plutôt issue du milieu de la formation en fait. Je travaillais dans les écoles de commerce majoritairement où j'enseignais le management d'entreprise et la communication. Et puis mon compagnon s'est lancé dans cette société. C'était pas sa première société, mais dans celle-là, finalement, très vite, je voulais me donner un petit coup de main pour justement le management et la communication. C'était une toute petite société, c'est vrai que c'était une carte à amener qui pouvait être intéressante. Et puis très vite, je me suis de plus en plus impliquée et j'ai finalement pris la moitié des parts de la société pour être avec lui à la tête de cette petite entreprise. Renaud, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure en introduction, pareil, la même question pour Marcel, c'est très peu quand vous entendez deux parcours. Alors ces deux parcours sont différents finalement, mais il y avait déjà de l'industrie qui était là, l'autre c'est venu plus par opportunité. Est-ce que c'est représentatif déjà des parcours des femmes dans l'industrie? On m'entend, oui. Quand vous posez la question de savoir comment peut-on faire pour améliorer ces chiffres, une des façons c'est de donner envie. De montrer que l'industrie s'est beaucoup transformée, de ne plus rester sur les vieux fantasmes qu'on avait sur une industrie
ancestrale, malgré le fait qu'on était salissante, pénible. Voilà, salissante, pénible, difficile. C'est d'ailleurs pour ça que, entre autres, que j'ai créé ma société de visite d'usines Made in France, parce que je pense qu'il faut ouvrir les portes de l'industrie, comme les portes de toutes les entreprises, déjà pour mieux vendre son entreprise. Et si on la vend mieux, par essence, on la vendra mieux à 50% de nous, qui sont des femmes. Un petit exemple, il y a aussi, en ce moment, je pense que Marcel ne me contredira pas, aujourd'hui on a un gros problème de recrutement qui s'est complètement aggravé. Et j'ai déjeuné dernièrement avec les dirigeants de Marius Fabre. Je me disais que les 3 derniers recrutements qui avaient eu lieu dans l'atelier étaient 3 femmes. Donc, je leur ai demandé si elles avaient recruté des femmes parce qu'elles-mêmes étaient des femmes. Elles dit non, non, pas du tout. On a recruté des femmes parce que c'était les 3 personnes qui voulaient être recrutées. Elles ont recruté 3 compétences et pas 3. Absolument. Et il se trouve que c'était 3 femmes. Donc les femmes rentrent dans les ateliers qui sont de moins en moins pénibles. Et en plus de ça, à la tête de certaines industries, on a maintenant des femmes. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, des industries ancestrales étaient reprises par des hommes et quand il n'y avait plus d'hommes dans la descendance, on était catastrophé. Aujourd'hui, on regarde qui veut reprendre l'industrie et si c'est une femme, c'est pareil qu'un homme. Je pense que Marcel ne dira pas le contraire. Mais ça, je suis certain. Moi, je dis qu'il peut y avoir chez certaines femmes des poignes de fer. Ils ont eu Angela Merkel en Allemagne, elle a montré qu'elle était bonne, ou Bernadette Thatcher en Angleterre. Elle a été très forte et aussi forte que des hommes. Donc, je pense que c'est pas un problème de capacité ou d'intelligence ou quoi que ce soit. Moi je dis que les femmes et les hommes, pour ça il y a une égalité parfaite. Il y a une chose que les hommes n'auront jamais et que les femmes ont beaucoup plus que les hommes, c'est le sens de la maternité. Et quand une femme a plusieurs enfants, elle a des difficultés à pouvoir se lancer dans une carrière destinée à l'entreprise parce que les enfants, il faut les élever. Et bien souvent, les hommes sont un peu plus égoïstes sur ce plan-là. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis en place, il y a des lois qui font qu'il y a des congés de paternité qui durent plus longtemps, mais ça ne remplacera jamais une mère. Et donc ça peut être un frein aujourd'hui pour une femme de prendre la décision de devenir ou directrice ou manager ou chef d'entreprise parce qu'elle sait qu'elles vont se heurter à des besoins et à des demandes qui vont peut-être l'impliquer dans des déplacements, dans des meetings, dans des soirées. Et donc c'est pas évident de quitter les enfants pour faire de l'industrie ou pour faire du métier. Donc, oui, Corinne, c'est pas évident. C'est pas évident de se partager. Après, l'avantage aussi de travailler justement dans la mixité, et moi on l'expérimente chaque jour depuis de longues années, c'est de pouvoir travailler en binôme, de pouvoir se faire confiance, de se répartir selon les disponibilités, selon notre capacité à être présent à tel ou tel événement. Et bon, moi j'ai 2 enfants et même si effectivement il faut arbitrer tout le temps entre le temps de présence en entreprise et le temps au foyer, mais en bonne intelligence, je pense qu'il y a de la place effectivement dans un emploi du temps pour se répartir. Mais il y a des femmes qui le font très bien. Mais c'est plus compliqué, c'est difficile, c'est des choix difficiles. Alors il y a une chose qui est importante, enfin moi je le vois, je parle pour moi et pour mon entreprise, mais c'est vrai que j'ai des personnes qui commencent à prendre des postes à responsabilité qui sont des femmes, marketing, au bureau d'études, j'ai quelques jeunes femmes qui ont pris des responsabilités, qui sont devenues d'ingénieurs, deviennent responsables et peut-être bientôt directrices. Et quand pour pouvoir leur promettre un confort dans ce poste-là, il faut quand même leur donner la capacité d'aménager leurs horaires ou leurs jours de travail comme elles le veulent, dans l'intérêt de l'entreprise, puisque à partir du moment où elles prennent des responsabilités, elles savent qu'elles doivent faire l'intérêt de l'entreprise. Le tout, c'est que la hiérarchie supérieure, le patron, ait la capacité de dire on va faire des aménagements d'horaires pour emmener les enfants à l'école, on va te donner la possibilité de faire du télétravail, parce que quand l'équipe est gérée, on peut faire du télétravail. Alors c'est nouveau tout ça, mais
C'est vrai qu'aujourd'hui on a des outils qui permettent qui permettent aux femmes en tout cas de s'investir tout autant mais autrement. Céline Van der Broek, comment ça s'est passé pour vous? Parce que vous m'aviez raconté quand même une anecdote, c'est aussi l'acceptation des autres salariés dans l'entreprise. La légitimité, c'est quelque chose qui est imposé. Marcel, si vous voulez bien. Oui, la légitimité, c'est quelque chose qui est assez difficile à obtenir en fait en entreprise quand on est une femme. On en parlait hier, c'est vrai que moi quand j'ai démarré, j'étais la secrétaire de mon conjoint et j'étais là parce que j'étais la femme du conjoint. Donc, alors que c'était mon travail à l'époque, c'était quand même de me référencer chez les grands groupes pour pouvoir travailler, donc de donner du travail à ces gens qui venaient travailler chez moi. Et c'est vrai qu'il a fallu à un moment que Corentin gentiment explique à nos employés qu'il leur donnait du travail, mais moi aussi. Donc c'est vrai que oui, la légitimité n'est pas facile à obtenir. Et le regard des hommes, alors ça commence quand même à changer beaucoup, mais je me souviens de réunions de sécurité avec les chefs de chantier qui ont toisé de haut en bas. Vraiment, qu'est-ce qu'elle fait là? C'est pas facile, c'est un milieu viril dans lequel il faut quand même s'imposer. Et on a eu aussi des filles qui ont travaillé chez nous. C'est plus ou moins facile. Souvent, ce sont des femmes qui ont du caractère. Et alors, on en a eu une qui était employée, mais bon, qui a pris un autre chemin. Et on a eu des stagiaires. Les stagiaires, c'est pas facile non plus parce qu'elles arrivent en position de faiblesse en termes de compétences, puisqu'elles apprennent. Et elles se retrouvent face à des gars bien virils qui, eux, sont à fond, qui considèrent qu'elles doivent avoir le même rythme et être considérées pareil. Elles ont voulu l'égalité, donc elles doivent faire pareil. Oh là là, oui, ça c'est quelque chose qu'on entend très souvent. Ce que vous disiez tout à l'heure, Renaud, c'est sur... vous disiez, chez Marius Fabre, elles ont embauché 3 femmes, il semble que c'était 3 compétences. Est-ce que vous, en tant que femme, l'une et l'autre, est-ce que vous avez des biais quand vous-même vous recrutez? Est-ce que du coup vous faites comme un homme, finalement, sans vous en apercevoir? Ou est-ce que vous êtes très attentif justement à essayer d'avoir un équilibre? Non, moi je cherche des gens avec qui j'aurais plaisir à travailler, qui ont envie de travailler chez nous. Donc c'est pas que ce soit homme ou femme, ça n'a pas d'importance. On a recruté 2 personnes au bureau pour nous assister. On a un garçon et une fille. Voilà. Mais c'est un pur hasard. Ça aurait pu être 2 hommes, ça aurait pu être 3 femmes. Dans nos ateliers, on recrute des postes de techniciens d'usinage, des postes de soudeurs. On regarde de la même façon un CV d'une femme ou d'un homme. L'essentiel, c'est la compétence, le profil. On travaille sur des métiers très rares, mais on travaille dans la tôlerie de précision. Donc souvent, même des femmes sont capables, peut-être d'une façon différente, d'avoir la précision et la qualité aussi des prestations qu'on a besoin de fournir. Moi, je ne vous cache pas que j'ai pas 10 CV par semaine de soudeurs quand on recrute un soudeur, mais on en a eu. Et sur des postes de technicien d'usinage, on a eu l'expérience d'avoir recruté pendant 3 ans une collaboratrice qui était très capable de faire le travail de façon identique qu'un technicien d'usinage homme. Donc il n'y a pas de sujet. Après, c'est le cursus des personnes et l'ouverture des écoles et la valorisation de ces métiers pour les féminiser et les rendre attractifs. Aujourd'hui, les technologies qu'on utilise, elles sont beaucoup plus accessibles, attractives, je pense, parce qu'on a moins de pénibilité, on a plus d'ergonomie. Maintenant, ça reste des métiers qui sont, d'une façon générale, comme Bernard Kenoff l'évoquait tout à l'heure, il n'y a pas d'attractivité sur les métiers industriels d'une façon générale. Donc, a fortiori, pour les rendre attractifs pour les femmes, c'est un autre sujet. Après, sur des services, des postes support, des fonctions support, je crois qu'aujourd'hui, c'est... alors, pas tout le monde a la générosité, l'ouverture de Marcel Rani pour accueillir dans ses structures autant de féminité que de masculinité, mais il n'empêche qu'on est en train de rendre accessible l'industrie à plus de femmes, ça c'est certain. Est-ce que les nouvelles technologies, tout ce qui est intelligence artificielle notamment, est-ce que ça a aussi une porte d'entrée pour les femmes parce que l'industrie se numérise et que ça peut attirer des profils qui ne regardaient pas forcément l'industrie avant? Peut-être Renaud et puis Marcel après. Alors, oui, moi je pense que évidemment, puisque on gomme, on va gommer
la pénibilité, et on va sur des métiers, comment dire, qui peuvent être faits par n'importe quel sexe, évidemment, la réponse est plutôt oui, mais je dirais, quand même pour rebondir sur ce que Marcel a dit, c'est le premier frein, il est quand même aussi dans la tête des femmes. C'est-à-dire que, faut être honnête, ce que vous avez dit tout à l'heure, par exemple, moi je l'ai vécu, je travaille avec beaucoup de femmes chefs d'entreprise, et voire repreneuses d'entreprise. Et en fait, c'est vrai qu'elles ont une petite crainte au départ en disant « Ah, c'était mon père avant, donc c'est quoi ?» Parce que c'est la force qui doit s'imposer. En fait, non, elles vont imposer leurs pattes à elles. Mais elles vont mettre un petit peu de temps. Après, concernant, moi j'ai embauché souvent beaucoup de consultants, et je cherchais des consultantes. Et en fait, j'avais beaucoup de profils qui disaient « Ah oui, mais moi j'ai des enfants en bas âge, alors moi il se trouve que ma femme travaille plus que moi. » Et du coup, parce qu'elle est médecin, il se trouve qu'elle rentre à 21h tous les soirs. Et moi je suis chef d'entreprise, donc je devais quand même gérer mon entreprise. Donc tous les deux on était chef d'entreprise quelque part. Donc moi j'ai pas connu ça chez moi, et il y a une de mes filles qui m'accompagne aujourd'hui, j'ai quand même réussi à l'élever, mais c'était moi qui l'éduquais le soir. Et ma femme faisait son métier jusqu'à 21h parce que c'est comme ça. Donc il y a des freins, des leviers. Et alors c'est vrai que l'aspect maternel, c'est indéniable chez une femme, mais il faut peut-être donc du coup un peu le transférer. Donc je sais pas, est-ce qu'on peut dire que l'avenir de la femme passe un peu par l'homme, du coup, comme on disait avant, l'avenir de l'homme c'est la femme. Mais il fallait donc que je libère un peu de temps à ma femme pour qu'elle puisse exercer son métier tel qu'elle l'entendait, parce qu'un médecin ça finit pas à 16h30. Donc on a mis des palliatifs, etc. en place. Voilà. Et donc je pense que pour l'industrie, il faut que le patron, que nous sommes tous et toutes, change certaines habitudes. C'est sûr qu'on n'est pas une réunion à 18h. Il faut arrêter ça. Et après, il faut que le frein psychologique, mais je pense que les nouvelles générations de filles, elles auront moins de mal derrière. Et c'est pour ça que je pense qu'en effet, elles occuperont des postes techniques, technologiques, je le souhaite, de management, de direction, et que moi je vous rejoins, et enfin je vous rejoins aussi, on n'embauche pas parce que c'est une femme ou parce que c'est un homme, mais on embauche à la Vous êtes vraiment sûr de ça? En tout cas, je le souhaite. Oui, ça on le souhaite tous, mais est-ce que c'est la réalité? Le problème, c'est que si la personne que vous avez en face de vous évoque un tant soit peu son frein, vous l'embauchez plus. C'est ça le problème. Donc c'est bien le problème même sur le handicap. Celui qui vit avec son handicap, on va l'embaucher parce qu'il vit avec son handicap. Mais celui qui va parler directement de son handicap, etc., on ne peut pas nous-mêmes, recruteurs, avoir un effet miroir un peu négatif. Je pense que finalement, peut-être que pour la femme, moi j'en côtoie beaucoup et j'en accompagne quelques-unes, je pense qu'au moment où on a soi-même la force, c'est fini, le sexe on ne le voit plus, on voit la compétence. C'est vous? Oui. Oui, c'est vrai que je suis d'accord avec ça. Je pense quand même qu'on a des recruteurs qui travaillent dans le sens de l'entreprise et qui cherchent des personnalités et des compétences plutôt que des quotas en fait. Enfin, moi c'est vrai que ça me fait un peu hurler de rire ces histoires de quotas. Je suis totalement contre. En étant femme, je suis contre les quotas. Je vois pas à quoi ça sert. On cherche des gens, des personnalités, des compétences, des gens qui ont envie de travailler dans les entreprises, qui ont envie de faire avancer les entreprises. Après, peu importe qu'il y ait une majorité d'hommes ou une majorité de femmes, le tout étant de travailler correctement et sereinement ensemble, dans le même sens, d'aller dans le même sens. C'est ça qui est important. Il y a un conseil de la mixité et de l'égalité qui a été créé dans l'industrie il y a 2 ans, je crois. Est-ce qu'il faut forcément une législation, une espèce de carotte pour pousser un peu justement à cette mixité? Parce qu'on est bien d'accord que c'est de la mixité qui est importante. C'est pas de dire il faut des femmes et pas d'hommes. Vraiment la mixité. Il faut une carotte législative, une carotte réglementaire. Ça peut être déviant parce que d'obliger à recruter par exemple 10 femmes et 10 hommes, vous allez recruter pour un quota, mais pas forcément pour des compétences, et vous pouvez vous retrouver finalement avec des gens que vous n'aurez pas vraiment choisis et qui ne seront pas adaptés au modèle de votre société ou aux valeurs de votre société. Donc des quotas pour des quotas, c'est bien, c'est incitatif, je ne peux pas dire le contraire.
Mais je pense qu'il faut un peu de souplesse quand même par rapport à ça, parce que dans ce cas-là, alors il faut beaucoup plus d'infirmiers, beaucoup plus de professeurs hommes dans les écoles, parce qu'il y a aussi des métiers qui sont très féminins et qui restent très féminins. Exactement. Dans ce cas-là, il faut aussi imposer ça par là. Il faut surtout beaucoup de bon sens. Ouais. Il faut surtout beaucoup de bon sens. Le problème des lois qu'on crée comme ça pour en fait un peu contraindre, c'est que face à ça, on a des gens sans bon sens, on a des gens qui vont obliger à créer cette loi. Mais quand on a des gens de bon sens, hommes ou femmes, en fait, c'est pas le débat, c'est même pas le sujet. Ça ne devrait pas être le sujet. Ça ne devrait pas. Oui, non, c'est... C'est malheureusement encore un peu le sujet. Parce que moi j'ai un directeur de production qui a 57 ans, qui est formidable, hein, problème. Mais c'est vrai que quand je lui dis on va ouvrir, on va faire de nouveaux bâtiments et comme ça on pourra embaucher des femmes et tout, il me dit ah oui pour faire les petits montages et tout, mais bon. Donc ça reste. Bon, il y a des générations, il va y avoir quand même des années un petit peu à passer pour faire entendre. Moi j'ai une ouverture d'esprit, et tant mieux, parce que j'ai aujourd'hui du recul, et puis j'ai de l'expérience, et j'ai des enfants qui prennent la relève, donc j'ai le temps de m'appliquer à essayer de développer des nouvelles choses pour l'entreprise. Moi je suis content, je suis mieux que les quotas, puisqu'on a plus de 30% de personnel féminin, donc c'est formidable, et j'aimerais bien arriver à 50, mais je dis même que quelquefois j'aimerais dépasser les quotas et dépasser la mixité totale et d'être à 60-40, mais 60 femmes pour 40 hommes. Parce que bien souvent, il y a beaucoup plus de compréhension chez les femmes et comme vous disiez tout à l'heure, c'est les compétences qu'on recherche. Moi, je vois la touche féminine au marketing et à la communication. Pour les produits que je vends qui sont un petit peu design, c'est nettement meilleur que tous les garçons que j'ai eus en termes de marketing pur. Par contre, j'ai 2 garçons qui sont juste exceptionnels pour faire des catalogues, pour faire du design. Donc c'est vraiment un problème c'est vraiment un sujet de compétence. Parce qu'avec tous ces aménagements qu'on peut avoir dans les entreprises maintenant, on disait de mettre une réunion à 18h. J'ai fait hier soir une réunion avec ma responsable marketing à 20h. J'étais dans mon hôtel à Paris et elle était chez elle et j'entendais sa fille qui jouait derrière. Ça ne m'a pas empêché de faire ma réunion. Et ce matin, elle était prête. Ça ne l'a pas dérangée. Elle était prête à faire la réunion. Faut-il encore, une fois qu'on quitte l'entreprise, avoir envie d'ouvrir son PC, de faire une réunion avec son PDG ou avec ses services? Donc, il y a tout un management aussi qui doit se faire autour de ça. Expliquer que les heures, on s'en fout. C'est le résultat qui compte. Non, c'est faire une mission, c'est remplir une mission. Donc, arrivé au bout, on a une mission. Bon, ben, si on doit faire 2 heures à la maison et que cette mission elle est faite aussi vite qu'en faisant 2 à l'usine, en ayant passé 2 heures dans la voiture pour y venir, ben, autant faire de la maison, quoi. Est-ce que le plafond de verre existe vraiment? Et puis il y a un autre concept qui est la paroi de verre, c'est-à-dire de ne pas cantonner les femmes dans... Le français pas les Je connaissais pas. La paroi de verre, c'est de cantonner les femmes dans des postes communication, marketing, et pas forcément à l'opérationnel. Est-ce que ça existe vraiment? Moi, ma société précédente, c'était dans les ressources humaines. Là, j'avais complètement l'inverse. J'avais 60 femmes, 5 hommes. Donc là, c'était plutôt l'inverse. Si j'aurais dû masculiniser d'ailleurs la chose. Mais c'est pour ça que je pense que la mixité est une bonne chose. De toute façon, c'est le vrai sujet, c'est la mixité. C'est pas de dire il faut plus de femmes que d'hommes. Et même générationnel, parce que j'étais dans les ressources. Ça, c'est encore un autre sujet. Voilà. Et j'étais très content. Un jour, j'ai embauché une dame de 60 ans. Elle m'a dit, mais vous m'embauchez vraiment? J'ai dit, mais oui, je vous embauche vraiment. Et j'étais content parce que je la mettais sur un plateau qui avait 28 ans de moyenne d'âge. Donc c'était vachement sympa. J'aurais pu le faire avec les hommes si j'en avais. Voilà. Donc est-ce qu'il y a un plafond de verre de l'autre côté? Alors là, je ne sais pas, mais comment serait-ce possible? C'est-à-dire que dire la question? Vous vous dites. Est-ce que le plafond de verre existe ou est-ce que c'est que dans la tête? Est-ce que c'est en fait, est-ce qu'on s'auto-limite? Est-ce que les femmes s'auto-limitent elles-mêmes? J'ai trop de femmes dans mon entreprise, donc j'arrête là. Non, pas celui-là. D'accord. Vous voulez qu'on vous explique ce que c'est le plafond de verre? Elles vont vous l'expliquer, Céline Gécoën. Allez-y. J'aurais préféré que
ce soit ma voisine de gauche qui le... Non mais on la garde pour la fin, la philosophe Laurence Vanna. Après, il faut quand même se replacer dans certains contextes. Il y a 40 ans, dans certaines entreprises, je crois qu'on n'était pas constitué pour accueillir de façon identique une population féminine que masculine. Les vestiaires, il y avait des choses pratiques pour certains métiers, je dirais, opérationnels, où c'était compliqué aussi d'accueillir la mixité dans certains ateliers qu'on ne citera pas ni localement ni nationalement, mais il y a aussi eu un grand travail justement d'évolution des habitudes pour qu'on partage des vestiaires, enfin on les sépare plutôt, et qu'on puisse accueillir de façon identique en respectant les deux sexes et de pouvoir cohabiter. Donc ça a commencé aussi par là, dans l'industrie. Le BTP était mon cas d'ailleurs. Voilà. Oui, Marcel, et puis peut-être... oui, j'aimerais bien entendre Céline sur les parois de verre, justement. Vous êtes directement concernée, c'est ce que vous avez vécu en plus. Oui, c'est vrai que... quand on parle de la paroi de verre, après je pense qu'il faut aussi évoquer la reconnaissance en fait. Parce que qu'on soit cantonné aussi, je pense que ça vient aussi à l'école. Parce qu'à l'école, on nous oriente, nous en tant que femmes, plutôt vers certaines carrières que d'autres. Et je pense qu'il y a aussi un progrès, en plus en ayant été formatrice, je connais bien le milieu. Je pense qu'aujourd'hui, on n'ouvre pas encore assez l'esprit des filles pour aller vers certains métiers, comme celui des garçons pour aller vers certains métiers qui seraient féminins. On est encore très ancré dans ce schéma patriarcal. On en sort, mais il y a encore du chemin à faire. Et après, c'est vrai que sur les parois, oui, c'est difficile de passer d'un milieu à l'autre, effectivement. Après, c'est aussi un comportement chez les femmes. Je veux dire que quand on voit une opportunité passer, on fasse comme les hommes, il faut se battre pour la prendre et il faut la gagner, sa place. Donc, mais je pense que c'est pour n'importe qui. Finalement, c'est pas que pour les femmes. On pourrait en parler aussi socialement. Il y a des gens dont les parents, par exemple, n'ont jamais été dans le milieu de l'entreprise et des enfants qui ont envie d'entreprendre et qui pourtant sortent de milieux dans lesquels on n'est pas entrepreneur. Il y a on le sait, des territoires où il y a moins de chances que d'autres. Et il y a quand même des gens qui sortent de ces territoires et qui font des choses fabuleuses. Donc je pense que c'est vraiment... il faut dépasser tout ça. En fait, moi je trouve qu'on se pose beaucoup trop de questions finalement. Il y a trop de questions, il faut juste réapprendre peut-être à savoir être soi-même et aussi à regarder et à écouter les autres et à laisser leur chance aux gens. Ça, en France, on a du mal à donner leur chance aux gens. C'est encore quelque chose, on n'a pas le droit de se tromper. On se trompe une fois, on est un peu catalogué. Donc il y a un travail aussi là-dessus à faire et je pense à tous les niveaux et ça reviendra forcément du positif pour les gens qui font partie des milieux sociaux moins favorisés, pour les femmes, pour les handicapés, pour tout le monde en fait, si on parle là-dessus. Oui, merci. Vous parlez de l'embauche, puisqu'on veut qu'on embauche des femmes. Je cherche un ou une DAF. J'ai reçu 14 CV. Et alors 14 hommes. J'ai pas eu un CV de femme. Vous devriez lancer un appel. Donc, non, maintenant les recrutements, on y est dedans, c'est bon, mais c'est quand même énorme. C'est quand même énorme de recevoir 14 de CV d'hommes et pas un seul de femme. Donc, même si je voulais embaucher une femme, je n'aurais pas trouvé. Donc, c'est tout. On va laisser la conclusion à Laurence Vanna. Que dit le philosophe de tout ce qu'on a... Tous les sujets, on aurait pu y passer une heure, parce qu'on a juste effleuré, mais... Exactement. Écoutez, moi je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde à laquelle je n'étais pas préparée. Mais en même temps, je vous écoute. Justement, la spontanéité. Oui, je vous écoutais, je me disais c'est extraordinaire. La question est la suivante, est-ce qu'il y a des métiers dits d'hommes? Ce qui est sous-entendu que s'il y a des métiers dits d'hommes, il y a des métiers dits de femmes. Déjà, la question interpelle. Ensuite, tout ce que j'ai entendu pour mon parcours, que je vais résumer en une phrase, j'ai été une des premières femmes sapeurs-pompiers en France, on n'était que 5. La première fois que j'ai posé mon sac, c'était dans un dortoir et j'avais affaire à des douches communes avant de partir au feu. J'ai ensuite été professeure de philosophie, j'ai étudié la philosophie, il n'y avait pas de femmes en philosophie.
il y avait surtout les hommes, et pourtant on dit la pensée c'est féminin, et bien on me faisait penser au masculin. Et j'écris au masculin parce qu'on m'a appris à penser au masculin. Donc c'est assez paradoxal, mais c'est assez intriguant. Et dans tout ce que j'entends, finalement, qu'est-ce qui est intéressant? C'est la dynamique et la personnalité de ces femmes qui ont envie d'entreprendre. Peut-être qu'on ne donne pas assez confiance aux petites filles pour qu'elles s'orientent vers ces métiers-là. Et puis peut-être aussi que lorsque la femme est recrutée, on lui donne une place qui renvoie souvent aux stéréotypes aussi. Elle est la secrétaire, ou si elle est un peu jolie, on la mettra à l'accueil, etc. Donc il y a des stéréotypes qui perdurent et qui parfois peuvent être dénoncés ou dénonçables. Mais il y a aussi des femmes qui, à mon avis, veulent entreprendre, veulent se réaliser dans une profession. Et je crois qu'à ce moment-là, on regarde plus, et ce sont des femmes ou des hommes d'ailleurs, on est là pour étudier les compétences, un dynamisme, une façon d'aborder des sujets. Et là, ça dépend de la manière d'être de chacun et de la façon dont on se construit et la façon dont on agit, que ce soit dans une entreprise ou ailleurs, par rapport au sens, le sens de l'acte et le sens de la chose qu'on a à faire. Et ça, on le dit peut-être pas assez. Et je crois qu'aujourd'hui, vouloir toujours opposer le masculin au féminin, c'est oublier que finalement, cette composante masculin-féminin qui est toujours modulable en réalité, parce que parfois on est masculine en étant des femmes, et on peut être aussi, pour des hommes, avoir un côté féminin qu'on aime à développer. Et je crois qu'en fait, c'est cette concertation permanente entre les hommes et les femmes qui peut, c'est de ça que peut naître le progrès. Alors, dans l'entreprise, si la femme n'entreprend pas, c'est peut-être parce qu'on ne lui donne pas assez confiance. C'est peut-être aussi parce qu'on est dans un modèle masculin, je pense, parce qu'on est aussi en Méditerranée. Donc on a beaucoup un modèle italien, le méditerranéen. Quand on va dans certains autres pays, on se rend compte que les femmes n'ont pas les mêmes fonctions. Et même dans certaines peuplades, moi je suis partie en Mongolie, les femmes font comme les hommes. Donc c'est assez intéressant de voir les clivages, c'est culturel en fait. Et puis, on se rend compte qu'une fois qu'on est sorti de ces modèles, en quelque sorte, eh bien, quand on travaille et qu'on est dans la mixité, je crois qu'on oublie à un moment donné que l'autre, c'est le féminin ou le masculin. Je crois que dans un esprit d'orientation commune vers quelque chose, le but à atteindre, ça fédère. De la même manière que la réalisation en équipe de quelque chose, eh bien, ça aide à se construire. Et les finales, c'est me dire quelque chose d'assez beau, c'est que si l'autre me dit non, finalement, il me dit qui il est. Alors, je trouve intéressant aussi quand des hommes disent non à des femmes pour entrer dans une entreprise, parce qu'à ce moment-là, ils disent qui ils sont au regard de ces femmes, justement, et on penserait que la femme, c'est la fragile, mais la vulnérabilité, je la place du côté du masculin dans ces cas-là. Donc, c'est assez intéressant de retourner comme ça le questionnement sur les hommes. Puis, on a une grande thématique aussi aujourd'hui, le masculin et le féminin dans la séduction, qui n'est pas l'entreprise, mais il y a toujours un travail de séduction dans nos rapports aux autres, parce que c'est valorisant, parce que parfois on a envie de savoir qu'on est à l'aise quelque part, parce qu'on a une posture, et que cette posture ouvre soit au charisme, soit à quelque chose de charmant. Et je crois que l'élégance, c'est pas typiquement féminin, c'est aussi masculin. Et depuis quelque temps, on cherche un peu l'élégance du masculin à l'égard du féminin. Et on le voit dans les débats publics avec les comportements des hommes et la violence. On le voit avec ces hommes qui parfois sont indélicats. Et c'est vrai que nous, les femmes, les stéréotypes un peu anciens, ça nous plaît encore aujourd'hui parce que ça réencense en réalité la relation entre les hommes et les femmes. Il est le maître du temps, et bien justement, un homme fait taire. C'est toujours comme ça, un homme fait taire un homme fait taire une femme, et c'est pas dérangeant. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que, et je conclurai ainsi, je trouve qu'en France, on a une entreprise une industrie qui est dynamique. On se rend compte qu'il y a des valeurs au sein de l'entreprise avec un RSE, la volonté de construire et de co-construire entre le masculin et le féminin. Et je crois que la femme a un grand avenir dans l'entreprise, et les hommes aussi. Donc je crois qu'il faut à un moment donné avancer ensemble et ouvrir à des horizons de réalisation porteurs de mixité. C'est beau, horizon. Hein. Ah bah, ça laisse... Là, il y a l'horizon du cocktail, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors en plus, le cocktail, ça se conjugue au masculin. Je crois qu'on peut vraiment applaudir Laurence ensemble des invités. Le thème est féminin et puis le regard des hommes qui est très enrichissant. Une belle conclusion.
pour une belle première journée avec plein de belles énergies, des innovations. C'est pas fini, hein. Demain il y a une énorme journée, on attend beaucoup de monde. Venez motiver, nous on sera motivés sur le plateau télé. Demain il y a plein de temps forts, d'innovation. On parlera italiano et francese. Hein, il y aura une belle rencontre franco-italienne. On ne fait pas assez de business entre nos deux pôles. Donc tout ça c'est au programme de demain. Mais je crois que tu as spoilé, comme on dit en bon français. On vous attend tous, c'est pas fini, puisqu'autour d'un pot, Michel, Olivier nous ont réservé une belle surprise pour encore échanger des cartes, des bonnes idées. Ça se passe tout de suite à gauche en sortant. Merci à vous tous, merci à vous qui allez à droite. Ah oui, c'est l'autre gauche, ouais. C'est la droite, c'est ça, ouais, féminin, masculin à droite et à gauche, c'est vrai qu'ils se courent un peu, j'en fais partie. Allez, on se retrouve demain matin, ici même, ouverture à 9h, le plateau à 10. Tout de suite, merci à vous qui avez été très nombreux à nous suivre sur les médias partenaires et sur le canal du village francophone. À demain, au revoir. On peut les applaudir.